Dans Folie douce, il est possible que soient abordés des sujets comme la dépression, la drogue, le suicide, les violences sexuelles, même si promis ça sera jamais frontal ou graphique. Si vous, qui écoutez, traversez un moment particulièrement difficile, si la vie vous semble accablante, c'est ok, ça arrive, ça m'est arrivé, ne restez pas seul. Vous pouvez en parler à votre médecin qui vous orientera vers un professionnel de la santé mentale. Ou alors, appelez le 3114. Le 3114. Il y a des gens formés qui vous écouteront avec bienveillance. Voilà, prenez soin de vous et place à Folie douce. Je suis fou! Obviously, Doctor, you've never been a 13-year-old girl. Leave Benny alone! Please! Pas la salpêtrière. Non, j'ai trop fait de choses, j'ai trop risqué pour entrer à l'académie. Je ne suis pas folle, vous savez. I say put mental health first. Calmez-vous. Je me calme si je veux. The more insecure I felt, the more I drink. Écoute Benoît, les piscines c'est pour les enfants. Normalement tu devrais aimer aller à la piscine. I am black and a woman and I'm not angry at all. Hell, I'm pissed the fuck off. I'm mad as hell. I'm so... C'est des cris qui n'ont laissé derrière eux aucune mémoire. Ici Folie douce. Je suis Lorraine Bastide et dans ce podcast, j'entreprends avec mes invités un voyage dans leurs coulisses émotionnelles pour libérer la parole sur la santé mentale. À commencer par la mienne. Santé mentale qui, on va pas se mentir, est pas au top ce matin. On est le lendemain du premier tour des législatives. Le RN a fait plus de 30%. Ça fait beaucoup de millions de gens qui votent RN. Je suis en PLS. Je voulais rajouter ce petit morceau à l'épisode qui était déjà tout bouclé, tout fini la semaine dernière, mais Macron a décidé que nous ne partirions pas en vacances comme ça. Je suis très fatiguée et je déteste cette personne. Quoi qu'il en soit, je trouve ça fabuleux que cet épisode avec Sarah Forever sorte précisément là, entre les deux tours des législatives. Parce que ce qu'il dit, ce qu'elle dit, c'est fondamental. Pour la suite, on va se battre, on va lutter, prenez soin de vous, buvez de l'eau, c'est le moment ou jamais. Ici Folie douce avec Sarah Forever. C'est génial de réussir, mais il y a quand même cette petite chose qui tape sur mon épaule et qui me dit mais tu te prends pour qui ? Pour aller à pied au studio de Folie douce, il faut que je passe par-dessus le cimetière de Montmartre. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, pour les non-parisiens, parisiennes, c'est très étrange. En fait, le cimetière de Montmartre, il est sur la butte Montmartre. Il y a un pont qui passe au-dessus, où on peut marcher comme piéton. Il y a aussi des voitures. Et donc, on marche au-dessus des tombes qui sont couvertes de mousse, de lierre, de fleurs en céramique à moitié brisées. C'est toujours une vibration très particulière de marcher au-dessus de ce cimetière avec les tombes abandonnées, quelques arbres qui poussent au milieu. C'est pas très malin sur le plan ingé son de faire ça parce qu'il y a quand même pas mal de bruit et de voitures. Mais comme je crois aux vibes des choses, j'ai décidé de commencer cette intro de rue alors que je surplombe ces tombes qui me ramènent à ma condition de mortelle, ce qui n'est jamais de trop. Je m'apprête à interviewer Sarah Forever, Mathieu Barbin, de son nom à la ville, qui est une des drag queens finalistes de la saison 2 de Drag Race France. Je suis extrêmement fan de cette personne, je suis extrêmement fan de cette émission. J'ai été biberonnée à RuPaul Drag Race, qui était la version américaine. Je suis tellement heureuse de rencontrer Sarah. Le drag et la communauté queer et sa façon de danser, de s'habiller, de chanter, de faire la fête, de se rassembler, je crois a beaucoup à transmettre au reste de l'humanité concernant la santé mentale et le soin.
Et j'espère que cette conversation que nous nous apprêtons à avoir, Sarah et moi, va vous en convaincre. Sinon ça va, je me suis réveillée à 4h du mat la nuit dernière. Vous savez, ce réveil d'anxiété. En fait, on a un micro-réveil au milieu de la nuit. Si on va bien, on se rendort tranquillement, ni vu ni connu. Et si on a des soucis, on est assailli par une pensée qui nous réveille. Et bien moi j'ai eu ça. J'ai été assaillie par une pensée qui m'a maintenue éveillée. Et je suis extrêmement fatiguée. Vous voyez, j'ai pas assez dormi, j'ai l'humeur sombre aujourd'hui, alors qu'il fait beau et que je m'apprête à rencontrer une personne extrêmement solaire. Mathieu Barbin, vous êtes danseur, performeur, plus connu sous le nom de Sarah Forever, drag queen, héroïne de la saison 2 de Drag Race France, où vous avez terminé médaille d'argent. Je me mets dans l'ambiance Jeux Olympiques. Je voulais commencer l'interview en vous demandant comment vous vouliez que je vous appelle pendant notre conversation. Sarah, Mathieu, comment je vous genre, il, elle. Et puis je vous ai entendu dans un autre podcast dire que vous vous en moquiez totalement et que c'était à la guise de votre interlocutrice. Et je me suis dit que déjà, on tenait quelque chose de très folie douce ici. Cette présence permanente d'un double, d'un alter ego, d'un masque, comme on dit parfois en psychologie, ça doit être rudement pratique au quotidien pour gérer les complexes d'imposture et les insécurités. Là, on se parle alors qu'une saison 3 de Drag Race s'apprête à commencer. Avec Kiona, Moon et les autres, vous allez passer le flambeau. Vous arrivez, j'imagine, au bout d'une séquence très intense. Le casting, le tournage de l'émission, la diffusion de l'émission, la finale, la tournée qui s'est achevée il y a quelques mois. Alors pour commencer, comment ça va aujourd'hui, Mathieu? Genre, vraiment? Ça va très bien. J'ai l'impression d'être de plus en plus libre. Donc ça va très bien. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de chaos, je trouve, dans ma tête, ce post-Drag Race. Il a soulevé plein de choses et c'est compliqué de prendre l'héritage de tout ça et de transformer tout ça. Donc là, j'ai l'impression en ce moment que ça passe par beaucoup, beaucoup de liberté. Et donc ça, je m'en réjouis parce que c'est ma quête plus que n'importe quoi d'autre, je crois. Plus que le bonheur. Ça, j'en suis sûre. Si je dois être libre, malheureux, je crois que ça me va, bizarrement. Donc je suis très content que ça passe par beaucoup de liberté. Mais c'est aussi beaucoup de chaos parce que... Et je crois que c'est quelque chose qui est très présent dans les autres épisodes, mais comme toutes les phases de transition, je suis alors de plus en plus ancré, mais je sens aussi que je plane beaucoup et que j'essaye de comprendre comment activer cette liberté, comment m'en servir. Et tout est à faire et il y a quelque chose d'assez vertigineux là-dedans. Donc ça va, mais j'ai soif de savoir où est-ce que je vais atterrir. Quand vous parlez de liberté, c'est une liberté créative, c'est-à-dire que vous n'avez plus envie de vous brider dans vos projets, dans vos envies, ou c'est une liberté qui est liée très directement aussi au succès, à la reconnaissance, qui fait qu'on va plus facilement vous accompagner sur vos projets? C'est un peu tout ça, c'est-à-dire que je trouve qu'après l'émission, on a vraiment toutes les cartes en main pour faire ce qu'on a envie de faire et se déployer de la manière dont on a envie. Alors ça, c'est le pire, je trouve, pour un artiste. Mais là, en fait, se dessinent, je trouve, des parcours, des choix que je fais de manière assez naturelle, où je retourne vers moi, mes zones qui me réconfortent, où je me sens en pleine capacité de création. Alors que pendant l'émission, et c'est le jeu, il faut aussi embrasser le format, il faut embrasser tout ce qui va avec. Et ça veut dire aussi parfois faire des choses, alors qui peuvent être très riches et qui peuvent beaucoup nourrir, mais ça veut dire aussi parfois faire des choses qu'on n'a pas du tout envie de faire. Et en fait, ça, plus j'avance dans le temps, plus ça s'éloigne de moi. Et par contre, ce qui persiste beaucoup, c'est des collaborations, des intuitions, des rencontres qui sont faites pendant cette année et qui se transforment. Et puis de vieux camarades, entre guillemets, aussi, que je retrouve via le théâtre et la danse.
Tout ça se met en place, est en train de se sédimenter et je suis hyper heureux parce que ça aurait pu aussi disparaître. C'était une prise de risque, de dire au revoir à tout ça et au contraire, je le retrouve, mais en revanche, je suis plus libre parce que déjà le besoin de reconnaissance, déjà, il est coché. Enfin, j'ai l'impression que ça a été beaucoup nourri, quoi, pendant 1 an, et j'ai toujours soif de ça, mais voilà, j'ai beaucoup appris sur moi. Je me suis découvert des forces que je pensais pas du tout avoir. Donc je me sens plus armé. Malheureusement pour reprendre une métaphore guerrière, mais je me sens plus armé et du coup plus libre à dire non aussi. Je dis beaucoup non et on me le reproche, mais j'adore ça. Je suis trop content, d'avoir fait cette émission pour pouvoir dire non. Et en fait, les gens se rendent pas compte, que c'est une vraie force de dire non et moi, j'ai toujours dit oui toute ma vie et là, pour une fois, je peux dire non. Non, ça ne m'intéresse pas ou non, c'est très intéressant, mais je ne me sens pas, je pense que je vais pas pouvoir nourrir correctement le projet ou non, quand quelqu'un d'autre le fera mieux que moi aussi. J'arrive de plus en plus à dire ça et ça, je suis trop content. C'est une belle définition de la liberté, hein, Ah ouais. cette faculté, cette De dire autorisation non. qu'on se donne à poser des Ouais. limites, à dire non. Je suis d'accord, ouais. Bravo pour cette conquête. Je voulais qu'on parle aussi de la tournée parce que on l'a compris en vous écoutant, vous venez de la scène, c'est vraiment votre élément. Vous avez commencé comme danseur, et puis c'était dans le théâtre contemporain que vous vous êtes fait un nom, un début de carrière. Et là, j'imagine que la tournée, donc où vous étiez avec les autres queens dans toute la France, sur des scènes partout, ça a été un peu des retrouvailles avec un élément qui vous est familier. Comment se passe la rencontre avec le public ? Alors, ouais, c'est très particulier parce que c'est vrai que c'est un retour, vers quelque chose que je maîtrisais et en même temps pas tellement parce que moi je viens plutôt de ce qu'on appelle la scène conventionnée, donc vraiment le théâtre public. Donc tous les réseaux des centres dramatiques nationaux, des centres chorégraphiques nationaux. J'ai vraiment évolué, là-dedans. Et là, pour une fois, j'avais une façon de rencontrer les gens qui était beaucoup plus directe, beaucoup plus frontale. Parce que les gens ont eu accès pendant 2 mois à plein de couches que des professionnels ou un public, de scène nationale, on va dire, auraient mis des années et des années à découvrir. Donc là, d'un coup, il y avait une forte intimité qui s'était créée pendant 2 mois avec les gens. Et donc c'était une telle charge. Moi, j'ai adoré rencontrer les gens, j'ai trouvé ça hyper stimulant et d'un coup aussi, vous parliez d'héroïne, de l'émission et c'est drôle ce concept de héros, enfin, de porter vraiment une charge, qu'on sent, enfin que moi j'ai beaucoup senti sur mes épaules. D'un coup, j'ai vu directement l'impact que ça avait eu sur les gens, mais de manière intime, presque, plastique, viscérale. Enfin, il y a quelque chose, on parle pas que d'un espace mental, on parle aussi de transformation active, quoi, dans les corps Les gens même. pleurent, les gens sont très très émus. C'est ça, les gens pleurent, les gens sont émus, les gens ont aussi activé des changements dans leur vie, après des prises de conscience, pendant l'émission. Donc c'est hyper fort. Moi, j'ai adoré voir ça en action, mais moi, j'étais pas du tout habitué à ça. Au contraire, moi, j'étais habitué au théâtre avec le 4e mur. En fait, il y a une rencontre, mais pas tellement. C'est l'artiste qui s'exprime, tout est ultra intellectualisé, etc., etc. Là, ça passe par des réactions plus primaires, mais moi, je les dévalorise pas, hein, au contraire. Je trouve que ça a beaucoup, beaucoup de force, mais moi, j'étais pas préparé à ça. C'est la télé, en fait. C'est Ouais. aussi être allé toucher un public très, très large. D'ailleurs, un public qui n'est pas un public queer, qui est aussi le public habituel, à l'origine, en tout cas, des shows de drag queen. C'est surprenant ce qui se passe. Et c'est vrai que vous me reprenez sur le terme héroïne. Moi, je me suis surprise moi-même. Et moi, je suis hyper fan de Sarah Forever, en fait. C'est ce personnage qui dégage tellement d'assurance, d'érudition, d'esprit. Enfin, pour moi, c'était un peu... Enfin, je dis c'était parce qu'entre-temps, j'ai écouté Mathieu au micro de plusieurs interviews, j'ai découvert ses failles, j'ai découvert ses vulnérabilités. Mais Sarah, elle a ce côté complètement invincible. On a envie de la voir comme conseillère, comme grande sœur, de se confier à elle. C'est aussi tout ça qu'il faut porter quand vous arrivez devant le public qui ne vous connaît que par l'émission. Oui, c'est porter une parole qu'on m'a demandé et que j'ai accepté de définir, d'arrêter. Enfin, de poser des mots, c'est hyper dur, enfin c'est fort et c'est une responsabilité énorme.
Et du coup, moi, j'ai pris conscience que ça m'avait complètement dépassée. Parce qu'en fait, c'est pas parce que je verbalise, mes failles que je les guéris. Alors, je les apprivoise davantage, mais j'ai pas l'impression d'avoir trouvé la solution. Mais par contre, de jouer au héros, ça, je trouve que c'est un super pansement. C'est un très bon médicament. Alors, peut-être parce que ça éloigne de soi, mais des fois, c'est bien de s'éloigner de soi pour comprendre aussi qui on est, de porter le regard sur d'autres et de voir qu'en fait, ma parole et mes failles, elles ont une incidence directe et elles communiquent directement avec les failles des autres. Ça m'a rapproché de moi quelque part, mais ça passe par une phase d'éloignement. Mais oui, du coup, ça dépasse forcément. Moi, j'ai été une héroïne, enfin, je le suis toujours, je crois, mais du coup, de qui, de quoi? Pas de ma vie, en tout cas. Moi, je subis autant ma vie qu'avant l'émission, je crois. Enfin, mais j'ai l'impression d'être plusieurs. Ça change beaucoup. J'ai l'impression qu'on est plusieurs, alors pas dans ma tête nécessairement, mais que je porte une parole qui est multiple. Et ça fait du bien d'avoir été entendu aussi, pendant 2 mois, enfin pendant 1 an. Ça change beaucoup d'avoir été entendu. On meurt de ça, de pas être entendu. Souvent, les gens, ils meurent directement du mal-être, mais aussi de cette parole qui se perd. Et là, elle s'est pas perdue, elle a vraiment trouvé des oreilles pendant 1 an. Et ça change beaucoup ma confiance en moi, mon rapport aux autres. J'ai l'impression d'avoir quand même une petite armée avec moi. C'est trop beau. Je sais, ouais, c'est beau. C'est beau et c'est très beau, mais c'est aussi très violent. Enfin, ça peut être très, très dur. Maintenant, de quoi faire de ça, quoi. Moi, ça résonne parfois avec des choses que je peux rencontrer en parlant avec des auditrices qui vont écouter un podcast où il est question, par exemple, de violences sexuelles et qui vont se reconnaître dans un vécu et partager avec moi dans un mail un peu intense. Ça prend de l'énergie, en fait, aussi, de devenir un référent pour d'autres personnes. C'est ce sentiment-là que vous avez un peu de... Ça vous aspire un peu? Oui, et en fait, alors ça, oui, bien sûr, et même, enfin, ça rejoint ce que je disais au début avec le sentiment de liberté. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de pas laisser tomber ces gens. Ça veut pas dire, je suis pas du tout leur thérapeute, hein, mais je n'ai pas envie de les laisser tomber. Enfin, là, dans les projets qui se dessinent, il y aurait une tendance assez naturelle de retrouver justement de vieux amis. Quand je parle d'amis, c'est aussi des gens avec qui j'ai eu des relations conflictuelles dans le travail. Je parle pas de personnes directement, je parle de milieux. Je parle de réseaux, de lieux qui accompagnent, qui soutiennent les artistes. J'aurais une tendance assez facile à retourner vers ça et puis à laisser tomber tous les gens qui m'ont accompagné et qui m'ont porté. Et j'ai vraiment pas du tout envie, donc c'est plutôt ça qui me tétanise là, aujourd'hui, c'est je veux absolument garder ce lien. Sans pour autant je veux pas non plus prendre les gens pour des idiots, donc j'ai pas envie de niveler, parce que ça pourrait être ça aussi la tendance opposée, c'est se dire: «Ah ben, voilà, on a installé quelque chose, un discours, une grammaire entre nous, on se comprend, du coup je vais rester là-dessus». J'ai trop envie qu'on voyage ensemble, en fait. Et ça, c'est ça qui me préoccupe beaucoup en ce moment. Je veux absolument voyager avec ces gens, pas les laisser tomber et les nourrir et qu'ils me nourrissent. Et ça, c'est une ligne de crête très, très difficile à tenir, je trouve. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le long terme. Est-ce que vous êtes fort pour identifier vos émotions, en règle générale? Oui, je crois. Mais je suis très fort pour identifier les émotions de mes amis, surtout. Moi, je pense aussi que mon amour de la psychologie m'amène à ultra verbaliser et poser des mots sur ce que je ressens. J'adore ça. Néanmoins, je pense que, par contre, ça ne me permet pas de trouver les outils pour contrer certaines détresses. Et ça, c'est terrible parce que je peux être un couteau suisse pour mes amis, mais alors pour moi, je peux complètement identifier le schéma que je suis en train de reproduire. Mais alors vraiment, je le vois arriver, mais à 10 km. C'est déjà un bon début de savoir voir ces schémas. Mais des mois avant que ça soit douloureux, hein. C'est-à-dire que je vois très bien ce que je suis en train de nourrir et les impasses que ça va créer. J'arrive à les identifier, mais alors très très loin. Mais alors les contrer...
Mais aussi parce que je pense que ça me rassure beaucoup, comme tout schéma. Ça me rassure beaucoup de me retrouver dans ces schémas et donc ça me rassure beaucoup de les nourrir. Donc j'ai beau identifier, je suis encore plus à l'aise avec le fait d'embrasser les schémas que de lutter contre. Donc voilà, enfin tout est dit. Alors ça c'est moi je crois. Vraiment, j'ai jamais pensé à ça comme ça, mais c'est vraiment ça. Je crois que c'est plus facile pour moi de nourrir une détresse que de lutter contre. C'est hyper intéressant. Ouais. Et quand vous faites allusion au schéma, vous parlez vraiment de la thérapie des schémas, qui est toute cette démarche psychologique qui n'est pas en plus hyper pratiquée en France, qu'on trouve dans la TCC surtout. C'est quelque chose que vous avez pratiqué, étudié, lu? La thérapie des schémas est un outil central de la thérapie comportementale et cognitive, celle que je pratique depuis quelque temps et qui m'a beaucoup aidée, vous commencez à le savoir parce que je vous le répète en boucle. Le psychologue américain Jeffrey Young l'a développée dans les années 90, notamment pour traiter des troubles de la personnalité. Pour vous la faire courte, on parle de schémas précoces inadaptés, des séquelles de l'enfance, plus ou moins graves ou traumatiques, qui conditionnent nos émotions, donc nos comportements. Il y a 18 schémas. Par exemple, le schéma d'abandon, d'abus, de manque affectif, d'imperfection. Quand un schéma s'active, on a honte, on est triste, on se met en colère, et pouf, on fait de la merde. Bon, vraiment, je vous schématise ça à très très gros traits, vous m'excuserez. Quoi qu'il en soit, c'est utile d'identifier et de connaître ses propres schémas parce qu'on comprend l'origine de nos grosses montées émotionnelles et on peut développer des stratégies pour réagir et donc moins faire de la merde. Je vous mets quelques ressources en description. En vrai, il y a beaucoup de choses sur Internet si vous avez envie de diguer. Alors, je l'ai beaucoup lu, je l'ai pratiqué un peu. Depuis que je suis à Paris, j'ai une relation plus conflictuelle avec ces outils parce que je nourris aussi un peu le mythe, je pense, de qu'est-ce qu'on fait d'un artiste guéri. Enfin, c'est trop intéressant. Ouais, bien mais sûr. c'est un truc, c'est comme le mythe de l'artiste fou ou tortionnaire, ou voilà, on adore ces gens. Enfin, maintenant on est en train de les déconstruire, heureusement, mais ces gens qui sont odieux parce que des génies. Il y a plein de mythes comme ça autour des artistes qui sont atroces, qu'on n'arrive pas et ça en fait partie, je trouve. Mon art se nourrit de mes failles. Mais ce qui est vrai, le pire c'est que c'est vrai, mais ça veut pas dire parce qu'on identifie les failles et qu'on peut ne plus les subir, qu'on s'en débarrasse. Donc ça va nourrir le processus de création. Donc ça, c'est un mythe qu'il faut arriver à déconstruire, mais il est très ancré et c'est très dur, je trouve. Surtout quand à longueur de temps, on nous répète en fait « Ah oui, mais c'est tes failles qui nourrissent le projet » ou ce qui est vrai, mais en fait, on se rend pas compte qu'en disant ça, moi, c'est du pain béni pour moi. J'adore qu'on me dise ça parce que du coup, je me complains là-dedans. Mais par contre, petit, j'ai été très vite, j'ai suivi, j'avais un pédopsie, etc., que j'adorais. Mais j'adorais. Je l'aimais beaucoup. Et j'adorais aller chez lui. C'est lui qui m'a appris on jouait beaucoup. Alors, je pense que la parole, en fait, arrivait en jouant. Donc, il avait identifié ça assez vite. Donc, on jouait beaucoup. C'est lui qui m'a appris à jouer aux échecs. Enfin, plein de choses comme ça. Et à poser des mots vraiment sur ce que je ressentais, comment identifier les choses. Et donc, j'ai eu un amour pour cet exercice. Très vite, très jeune. J'ai adoré ça. Dès 7 ans, 8 ans. J'y suis allée très longtemps. Puis lui, en fait, a dit assez vite à ma mère que lui n'identifiait pas vraiment de problème structurel. Donc, bon, je pense qu'il avait un peu tort. Enfin, à l'époque, en tout cas, peut-être, mais je pense que c'était pas vrai. Je pense que par contre, ça, c'est une certitude, je suis arrivée très vite à faire semblant, à donner, à entendre et à donner à voir ce qu'on voulait que je donne. Et du coup, j'arrivais très bien, même pendant cet exercice, à donner ça. À performer. Ah ouais, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais du coup, et pendant longtemps, du coup, je voulais être soit journaliste, soit psy. Très longtemps, mais jusqu'à même quelques semaines avant mon bac, en fait. Je me souviens parce que je me suis décidée, enfin, ma mère m'a autorisée à considérer la danse comme un chemin professionnel très tard. Elle était tétanisée, donc pendant longtemps, j'ai dû vraiment choisir quoi faire. Et pour moi, c'était psy ou journaliste. Donc, c'est des outils que j'aime beaucoup.
Mais aujourd'hui, par exemple, ça fait des mois que je suis pas allée voir ma psy, mais des mois. Quelqu'un que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'ai été la voir, en fait, j'ai repris contact pendant la diffusion. Et j'ai adoré ça, c'était une nécessité, quoi. Et puis après, la tournée faisant, enfin, déjà, je pouvais Ouais, c'est plus. compliqué à organiser Voilà, concrètement. c'est compliqué. Ouais. Et, et après, j'ai eu c'est beaucoup de la fainéantise, je crois. Et puis j'ai peur, j'ai trop peur, je crois. J'ai trop peur de comprendre. En fait, là, je comprends des choses de moi, mais c'est douillé, quoi. Enfin, j'arrive, mes névroses, etc., je les identifie et c'est pas qu'elles m'empêchent, elles m'empêchent. Enfin, c'est pas que j'arrive complètement à les maîtriser, mais c'est confortable, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et j'ai peur qu'en y allant, ça vienne trop bouleverser, quoi. Et là, après la tournée, après Drag Race et tout, j'ai besoin même si c'est dans l'inconfort, j'ai besoin d'être confortable dans l'inconfort. J'ai pas trop besoin qu'on vienne, changer les choses même pour le mieux, quoi. Donc je suis un peu en lutte là, je pense à elle souvent. Ça, c'est drôle aussi ce lien. Je pense vraiment à elle souvent, mais je suis un peu en lutte avec ça en ce moment, je dirais. En tout cas, elle est là et c'est un recours Ouais. possible. Peut-être que Ouais. de savoir que ce recours existe peut suffire aussi à être un peu tranquillisé, quoi. Je suis d'accord, Mmh. je suis d'accord. Mais du coup, moi, j'ai tendance à me tranquilliser beaucoup avec juste voilà, le simple fait qu'elle soit là. Faudrait quand même que j'active un peu les choses, mais voilà, c'est des étapes. Vous étiez un enfant qui allait bien, du coup, malgré ces rendez-vous réguliers chez le pédopsie? Je sais pas, ça, je sais pas si j'étais heureux et tout. Enfin, j'ai du mal à identifier ça. J'étais très seule, mais ça ne me dérangeait pas. Au contraire, j'avais vraiment tendance à m'isoler encore davantage, davantage, davantage. J'étais Je comprenais que quelque chose était en train de se jouer, enfin, qu'il y avait quelque chose qui était pas normal, enfin, chez moi, je crois, ou plutôt chez les autres. Enfin, j'ai identifié très vite que ça n'allait pas et que j'allais être en quête en permanence. Et c'était ça aussi, petit, j'étais en quête tout le temps. Il y avait un sentiment de pas être accompli. Enfin, en même temps, enfant, on peut difficilement s'accomplir dans quoi que ce soit, mais j'ai identifié très vite que j'allais beaucoup courir derrière les choses, je crois. Qu'il manquait quelque chose? Oui, qu'il manquait quelque chose et que je crois que franchement, je crois que j'étais profondément malheureux, mais en même temps, c'est horrible de dire ça parce que j'ai l'impression, enfin, souvent quand on dit ça, on l'associe aux parents, alors que c'était pas du tout le cas. Ma mère faisait tout, enfin, tout était en place pour que je sois heureux, et j'étais heureux en façade, mais j'étais tellement mélancolique, je crois, enfant. C'était pas triste, ouais. C'est plutôt que je nourrissais une forme de mélancolie et de romantisme presque. Enfin, j'avais un regard un peu triste, je crois, enfin très profond. J'étais pas triste, mais je comprenais que j'allais très longtemps ne pas être à ma place, je crois. Cette histoire de place, elle revient beaucoup quand on vous écoute parler de votre parcours. Vous vous identifiez complètement à la figure du transfuge de classe, c'est-à-dire que votre maman, elle vient d'un milieu plutôt prolétaire, mais elle a beaucoup sacrifié pour que vous fassiez des bonnes études, le conservatoire, que vous fréquentiez les quartiers un peu chics de Bordeaux. Et au final, vous vous sentiez ni vraiment chez vous dans le milieu d'origine populaire de votre maman, ni vraiment chez vous chez les grands bourgeois bordelais. C'est quelque chose qui perdure encore aujourd'hui, ce sentiment de ne pas être au bon endroit? Énormément. Enfin, énormément. Dans mes relations intimes, enfin, dans le travail, mais dans mes relations intimes aussi. Je suis jamais à ma place et constamment à ma place. Donc c'est vraiment... C'est compliqué à expliquer. Enfin, je sais qu'on est plusieurs à être comme ça, et donc quand j'en parle des fois à des gens proches de moi qui ont vraiment ce parcours-là, ils le saisissent, mais c'est très compliqué à expliquer parce que ça m'a demandé très vite du coup, à performer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc quand j'étais chez les bourgeois, je performais, je le faisais très bien. Et je le fais encore très très bien, je pense. Davantage encore que mon milieu
prolétaire parce que j'y suis beaucoup plus, je suis beaucoup plus en lien aujourd'hui en vivant à Paris, à ce milieu bourgeois. Donc je me fonds complètement là-dedans. Mais c'est une lutte à chaque fois. Les gens se rendent pas compte que c'est... Et j'ai aussi un sentiment, ça je l'ai très vite identifié et c'est encore le cas aujourd'hui. Au-delà de l'imposteur, c'est un sentiment de trahison. Je trahis ma classe, je trahis... Enfin, et ça, je crois que ça, j'emporterai ça toujours. Je pourrais jamais soigner ça. J'ai l'impression de trahir les miens, sans jamais identifier exactement en plus qui sont les miens, puisque je les ai en partie reniés aussi. Enfin, moi, j'ai fui beaucoup, donc il y a aussi cette ambivalence où je trahis des gens que j'ai fuis. Mais il n'empêche que je suis très triste des fois aussi de réussir. C'est un peu dur, je trouve. Enfin, c'est dur. Attention, c'est génial de réussir. Mais il y a quand même cette petite chose qui tape sur mon épaule et qui me dit mais tu te prends pour qui? Un peu. Et du coup, c'est comme si je m'empêchais constamment de totalement jouir de cette réussite. Je parle pas de manière, de vomir la réussite ou de le faire de manière ostentatoire. C'est pas ça, mais d'aller au bout d'une réussite. Donc je me plais aussi souvent dans la deuxième place. Non, mais c'est vrai, je trouve ça hyper confortable. T'as réussi, mais quand même pas trop. Pas non plus, pas trop briller, Voilà. pas prendre tout l'espace. Ouais. On reste à sa place, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ce que certains appelleront de la pudeur. C'est beau la pudeur, moi, j'adore ça. Je nourris beaucoup ça, mais aussi des fois, ça empêche d'aller au bout, vraiment au bout du bout de quelque chose, je trouve. En vous écoutant parler, je repensais à une expression que j'ai entendue, Édouard Louis. J'imagine que vous vous identifiez aussi pas mal à son parcours de transfuge de classe, qui disait, en fait, il y a la honte de son milieu d'origine, d'abord, puis succède à la honte d'avoir eu honte. Ah ouais. Et j'ai trouvé ça très juste, et c'est un petit peu ce que j'entends dans cette idée de trahison que vous Ouais, décrivez. complètement. C'est que quand moi je suis partie de Bordeaux très vite donc pour travailler, je suis devenue danseur très vite. J'avais 19 ans, donc il y a eu aussi un rapport au travail, au fait de se réaliser qui s'est fait très très tôt. Là, je reniais totalement mon milieu, je voulais pas en entendre parler. Et puis ensuite, j'ai compris qu'en fait, ça allait faire totalement partie de moi, tout le temps. Donc, je l'ai complètement embrassé. Et là, j'ai eu honte d'avoir eu honte. Et ensuite, il y a eu des formes d'accomplissement aussi. Et là, j'ai eu honte de réussir. Donc, c'est constamment ces allers-retours. Oui, je pense qu'il l'explique très, très bien, effectivement. Parce que en fait, oui, c'est le même cas de figure quand on se réalise dans un milieu intellectuel aussi, qui est autre chose que artiste, mais quand même, ça a des correspondances, qui va à l'encontre quand même du milieu d'origine. Il y a ces allers-retours, ces fluides-là en permanence qui se jouent. Alors, il faut, on s'en débarrassera jamais, il faut juste accepter de faire partie d'un tout, d'être tout ça tout le temps. Pas de résoudre l'un ou l'autre, mais d'être toujours ces deux paradoxes. Mais c'est dur, quoi. C'est dur de gérer ces paradoxes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que toute cette réflexion sur la classe, elle prend une place importante dans votre travail. Déjà, moi, vous étiez ma queen préférée parce que vous parliez toujours politique, la drag queen qui cite Bourdieu, mais encore, s'il vous plaît, j'étais trop fan. Mais surtout, dans les personnages que vous incarniez, qui sont souvent... la première apparition, en fait, que vous avez faite dans Drag Race, c'était dans une tenue très Dolly Parton, très white trash, avec des dents en or, une robe avec des faux muscles fuchsia. Donc il y a aussi cette espèce de chose qui était posée dès le départ. Voilà d'où je viens et voilà les femmes auxquelles j'ai envie de rendre hommage dans mon drag. Oui, ça c'est là dès le début. Mais en fait, je pourrais pas faire autrement, je crois. Parce que souvent, on m'a mis dans cette case de l'intellectuel, la queen intellectuelle, etc. Mais ça, c'est pareil, je fais beaucoup d'allers-retours avec ça. Parce que là, pendant l'émission, j'ai été l'intello de service. Mais moi, pendant toute une partie, en tout cas, du parcours,
j'étais le prolo, quoi. Donc, je m'adressais, j'avais des références très populaires. Donc, on me disait dans le théâtre subventionné, enfin le théâtre public, ah bah oui, bon, enfin bon, c'est très didactique, voilà, tout est prémâché, le voyage se fait pas, enfin voilà, tu prends les gens pour des idiots, etc. Donc, c'est toujours une question d'angle de vue. Bien sûr. Où est-ce qu'on se situe? On est toujours l'intello de quelqu'un ou l'idiot utile ou de quelqu'un. Mais moi, je crois justement pour faire rencontrer les deux, et c'est là où je suis le plus apaisé. Et donc, c'est pour ça aussi que je crois que je fais du drag comme ça, parce que en fait, je peux le faire que comme ça. C'est se faire rencontrer les deux. C'est-à-dire que je pense que c'est essentiel et je pourrais pas faire autrement que d'être nourri par le politique. C'est vraiment, mais c'est un outil pour créer de la poésie. Je trouve que ce qui doit dominer, c'est la volonté de tendre vers quelque chose, soit vers une solution, une proposition, quelque chose, une fuite, quelque chose. Mais jamais, 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 enfin j'espère en tout cas, ne jamais arrêter la politique que ça soit une fin en soi. Ça serait horrible, ça. Enfin, non, alors ça serait pas horrible. À ce moment-là, il faudrait vraiment avoir le courage de rentrer en politique. Oui, c'est ça, carrément de se présenter aux élections. Et il y en a qui le font. Et elles sont cohérentes avec ça. Et je trouve ça très, très fort. Il y a on pense à plein de figures aujourd'hui qui mettent de côté leur art pour embrasser une voix qu'elles estiment, je dis elles parce que c'est souvent des femmes qui ont ce courage-là, qu'elles estiment dominer aujourd'hui, être nécessaire avant la forme, enfin avant l'art, avant toute forme de poésie. Il faut d'abord combattre, il faut déconstruire, etc., pour ensuite pouvoir de nouveau s'emparer de son art. Donc ça, c'est une possibilité. Mais aujourd'hui, j'en suis pas là. Peut-être que ça arrivera, je sais pas du tout. Mais donc, j'essaye quand même à chaque fois, même si le point de départ, il est toujours politique, de proposer une forme de poésie derrière, ou une solution, presque, pour moi aussi, avant tout. Après, ça pourrait être presque la définition du drag, parce que, c'est peut-être oublié par les personnes qui se contentent de le regarder à la télé, ce qui est déjà une chose énorme et je pense un signal très apaisant sur la société. Mais le drag, c'est à la base un geste extrêmement politique. Je voulais recommander aux auditeuristes le documentaire Paris is Burning de Jenny Livingston qui date de 91, où on comprend en fait que les balls, les endroits où les drag queens apparaissent à New York dans les années 70, c'est un endroit où la jeunesse queer, qui est encore criminalisée, précarisée, touchée par la drogue, peut avoir un espèce de safe space où flamboyer, où s'aimer, où s'admirer, s'applaudir. Donc ça part de là, d'un endroit très très politique. Et si j'ai bien compris votre parcours, un jour, vous mettez en scène une pièce de théâtre que vous avez écrite, que vous incarnez, dans laquelle vous déguisez en votre mère, en Dolly Parton, en Britney Spears, et quelqu'un vous dit « Mais en fait, ce que tu fais, ça s'appelle du drag. » Et j'imagine que animé de ces idées politiques de justice qu'on voit chez vous, ça vous a semblé en fait une évidence de partir dans cette direction-là quand vous avez découvert l'existence de cette mouvance artistique. Oui, en fait, c'est là où, enfin, j'ai identifié du coup que c'est là où pouvait se faire la rencontre de la lutte et de ce vers quoi j'aspirais pour mon art, parce que l'art, et puis alors encore plus l'art à la française ou dans le milieu, enfin à Paris, il y a quelque chose de très bourgeois, mais vraiment extrêmement bourgeois. Ça reproduit vraiment les inégalités qu'on peut trouver à plein d'endroits dans la société. L'art ne s'exclut absolument pas de ça. Au contraire, c'est une loupe. Enfin, il y a pas plus. Et donc moi, on me renvoyait constamment d'où je venais, et puis je sentais aussi que j'aurais beau faire n'importe quoi, j'allais jamais convenir. Enfin, en fait, j'allais jamais parler à certaines personnes. Et en drague, dans le drag, j'ai vite identifié que mes aspirations politiques rencontraient ma pratique, et que c'est pour ça aussi que je parle d'art démocratique. C'est le seul pour moi aujourd'hui. Enfin, parce qu'il n'y a pas d'école, tout le monde peut réellement s'en emparer, et tout le monde peut insuffler ses luttes dans cette forme d'art. Et c'est pas le cas en peinture, en cinéma, en danse, en théâtre. C'est pas du tout le cas. Il y a des écoles, il y a des institutions, donc la reproduction d'inégalités,
parce que c'est presque intrinsèquement lié aux institutions et aux espaces de formation. Ça reproduit par essence les inégalités. En drague, il y a pas ça, hein, ça se fait beaucoup. Alors, on n'est pas autodidacte, enfin, moi, je crois pas du tout au concept d'autodidacte, mais ça, c'est autre chose. Mais on n'est pas autodidacte, moi, je crois pas. Mais on s'influence beaucoup, mais de nos frères et sœurs. Enfin, on s'influence de gens qui sont à côté de nous. De l'autre côté du mur, presque, ça pourrait être nos voisins qui font des vidéos YouTube un jour pour se maquiller. Et donc, on va s'inspirer, ah oui, de telles techniques. Mais c'est assez, en fait, c'est des outils très fragiles. Et puis, il faut s'en emparer et puis faire quelque chose de ça. Mais il n'y a pas d'école, vraiment. Donc je trouve que c'est une forme qui est très très juste, qui est presque égalitaire. Enfin, il y a un truc très obtus dans le drag par rapport au sentiment de liberté qu'il y a. Enfin, tout le monde est libre dans le drag. Il y a pas une forme de drag. Et ça, oui, je l'ai assez vite identifié. C'est pour ça que je me suis dit, ah là, peut-être que là, quand même, je suis à ma place. Vous vous rappelez de l'émotion que vous avez ressentie la première fois que vous êtes montée sur scène comme drag queen, que vous êtes rentrée dans ce milieu-là? Oui, je me sentais fort. Enfin, je me sentais assez puissant. Ouais, je me sentais puissant et je me sentais écouté. Ça, je me souviens de ça, vraiment d'avoir ouais, le sentiment vraiment, enfin, d'être vraiment écouté. Heu et c'est encore une fois, c'est pas forcément le cas, dans d'autres formes, d'art, je trouve. Même pas du tout, des fois, on a l'impression de crier beaucoup puis de s'adresser à il y a ça aussi, à qui on s'adresse. En drague, on s'adresse quand même à tout le monde. C'est drôle parce que les gens l'identifient beaucoup et à juste titre, hein, comme, quelque chose de très communautaire, et c'est le cas. Mais en fait, on s'adresse vraiment à tout le monde, je crois, parce que c'est des luttes qui sont, en fait, assez universelles. Que dans d'autres formes d'art, que moi j'ai pu fréquenter, on s'adresse à des publics, très éduqués, pas du tout ancrés, enfin, après tout est discutable, mais qui sont dans leur vie, voilà, très auto-centrés. Enfin, il y a une espèce de vase clos, d'ailleurs, on l'a beaucoup dit après le covid, les théâtres et les cinémas se sont beaucoup plaints de la disparition des publics. Mais moi, je crois que ça, c'était en marche bien avant le covid. Mais parce que je pense qu'on ne sait plus trop. Je sais aujourd'hui, ça commence à, se transformer un peu, mais je crois qu'on patine beaucoup, quoi, sur à qui on s'adresse. Qu'est-ce qu'on dit? Enfin, aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir un point de vue, enfin, une démarche même philosophiquement idéaliste, parce que c'est ce qui a prédominé depuis 15-20 ans dans les formes d'art qu'on a vues. On avait des artistes très idéalistes, en opposition, plutôt à une posture politique plus «marxiste» entre guillemets. Enfin, c'était vraiment des gens qui aspiraient vers des formes d'expression ou des choses qui étaient en jeu sur scène qui étaient sublimes, hein, intellectuellement et cetera. Mais qu'est-ce que ça vient soulever? Enfin, qu'est-ce qu'on laisse comme porte d'entrée aux gens, quoi, pour s'emparer de ça? Pas grand-chose. Donc, le drag, en revanche, je trouve que ça vient titiller, des choses, chez les gens qui sont très intimes. Et plus universel. Je vous ai entendu dire dans une interview que vous faisiez le clown. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs, en fait. Le maquillage outrancier, l'humour, les vêtements beaucoup trop larges, les couleurs vives. Et c'est vrai que le clown, on sait très bien que c'est un symbole, enfin, comment dire, c'est un personnage qui a un rôle politique hyper important, qui se prétend parler aux enfants, mais qui évidemment se moque des puissants. Vous vous identifiez à cette figure-là? Oui, parce que, je trouve aussi que ce soit avec le clown ou avec le drag, en fait, on permet des choses. C'est les permissions qu'on donne. C'est des clés, on permet aux gens de se moquer de nous, mais du coup, à travers nous, de se moquer aussi d'eux-mêmes. Et ça, c'est une force, incroyable. Enfin, c'est des leviers qui sont très, très forts pour ensuite venir questionner beaucoup de choses, dans la société. Mais oui, c'est vrai que c'est très proche du clown. Mais le clown, il est très triste et je trouve qu'il y a quelque chose de chez nous, enfin mes frères et sœurs, les kings et les queens, et toute autre forme, d'expression à travers le drag, je trouve qu'il y a quelque chose comme ça de très triste chez nous. Mais toujours dans la flamboyance. Mais c'est très quand on regarde vraiment une drag queen ou un drag king, on voit toutes les failles, on voit tout ce qui anime.
et on se cache pas. En fait, c'est ça qui est super, c'est qu'avec toutes ces couches-là, on ne se cache jamais. Mais ça me fait penser à cette séquence dans l'émission où vous vous maquillez, qui est vraiment toujours le moment un peu, le moment un peu intime de chaque épisode, où en fait vous parlez entre vous et vous vous confiez souvent des traumatismes, des parcours marqués par un rejet familial, de l'homophobie, un certain type de violence. Et c'est très touchant et toujours hyper émouvant de voir que c'est en vous maquillant. C'est-à-dire qu'en faisant disparaître le visage original que transparaît la réalité de la souffrance, de la vulnérabilité. Ce double mouvement, il est fascinant. Comme si en se maquillant, vous autorisiez en fait à laisser sortir tout ça, quoi. On s'autorise à laisser sortir ça, et c'est aussi ce qui permet de rester debout. Parce que toutes ces figures queer, mais je pense même à des gens comme Liza Minnelli, Judy Garland, c'est toujours des destins brisés, mais les gens sont debout. Et je crois que c'est ça qui a de très... C'est pour ça aussi que j'étais très fière de cette saison, toutes les saisons, mais de l'émission en règle générale. Je trouve qu'elle est très forte pour ça, c'est qu'elle montre des artistes blessés, mais debout et d'une manière tellement brillante. Et on voit assez peu ça, je trouve, dans la société, le fait de pouvoir boiter, mais de toujours marcher. Et je trouve que c'est ça vraiment, les drag queens et les drag kings, c'est des gens qui ont beaucoup souffert, mais qui brillent, qui aveuglent. Et le maquillage permet ça. Le maquillage permet de faire tenir, de sédimenter, de redresser, je pense. Et puis quelque part, il brouille les identités aussi. Je me disais... cet amour que j'ai pour Sarah Forever, c'est parce qu'en fait, elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de nationalité, elle a pas... Enfin, il y a aussi ce côté où on dépasse en fait tous les clivages grâce au maquillage. Oui, c'est un canevas, c'est une toile, on reprend souvent cette image-là, mais je trouve, c'est assez juste, on peut tout être, tout incarner. Alors après, esthétiquement, ça se définit, ça s'arrête un peu, ça a tendance malheureusement à mettre des barrières, parce que plus on avance, plus on se sent confortable dans tel ou tel habit, entre guillemets. C'est un mot très large, hein. C'est pas l'habit, vraiment le vêtement, mais donc ça a tendance à se limiter, mais il n'empêche que c'est un véhicule, c'est quelque chose qui permet de se déployer. Et ça s'embarrasse pas effectivement de l'âge, du genre, oui et non, parce que ça se sert et ça déconstruit beaucoup des stéréotypes, mais donc soit féminin, soit masculin, mais moi je suis sûre que c'est pas ça qui est en jeu. Je suis convaincue que c'est plutôt l'enfant dont on se joue, que de la femme ou de l'homme. C'est ce qui a fait qu'on est arrivé là à se maquiller, c'est ça qui est en jeu. Et d'ailleurs, moi j'adore voir chez des kings ou des queens les enfants derrière. Vraiment ce qui brille quoi, dans l'œil. C'est pour ça aussi que c'est super de voir un numéro imparfait. C'est très bien quand c'est très bien réalisé, mais quand ça se casse un peu la gueule, c'est aussi trop beau. Parce qu'on voit l'impossibilité, en fait, tendre vers une sorte de perfection. Mais ça échoue parfois. C'est impossible de dealer avec tous ces paramètres. Le maquillage, les tenues, etc. Donc quand ça vient comme ça s'effriter, je trouve que c'est trop beau, quoi. C'est un endroit en plus où le savoir-faire manuel est vachement valorisé. Ouais. D'ailleurs, dans l'émission, vous étiez souvent acclamé pour des pièces que vous portiez, que vous aviez vraiment réalisées de vos mains, avec de la récup, etc. C'est pas pareil qu'un acteur, qu'une actrice qui va porter une tenue prêtée par une maison qui arrive toute faite sur un cintre. Il y a ce côté enfantin aussi dans la réalisation, quoi. Ça se découpe, ça se peint. Ouais, puis quand on est dans l'atelier, on le voit bien, hein. C'est des enfants qui ont des traumas communs quand même, qui se réunissent et qui jouent à la pâte à modeler. Il y a quand même le fait de modeler, c'est vraiment ce qu'on fait, hein. Donc ouais.
Ouais, c'est trop beau. Et en parlant d'enfants, les queens sont assez impliquées depuis longtemps dans les communautés, localement, pour aller parler à des enfants dans les écoles, sensibiliser sur des questions de genre ou non d'ailleurs, hein, souvent aussi juste divertir, amuser des enfants qui ont besoin d'être divertis ou amusés. C'est des gestes qui sont généreux et qui ont été attaqués par l'extrême droite, par les minorités qui sont aujourd'hui les mêmes qui attaquent les personnes trans et qui attaquaient à l'époque le droit au mariage pour tous et toutes. Est-ce que c'est... En fait, je sais que vous étiez à la même manifestation que moi là, il y a quelques jours pour les droits des personnes trans. Est-ce que ce climat politique qui a l'air de plus en plus hostile, au moins dans les médias, aux identités queer, vous suscite de la peur en vous? Si, moi j'ai j'ai peur, mais en fait, il faut le dire qu'on a peur parce que je crois, on a tous un peu peur, mais on le tait, je crois. Je pense qu'on n'est pas assez vigilant. On était à la même manif, effectivement, et alors bon, c'était en mai, hein, c'était en mai, donc c'était une période un peu compliquée avec tous les ponts, etc. Mais quand même, moi, je suis partie de cette manif et je me suis dit, mais on a réuni cet été sur certains épisodes de Drag Race autour d'1 million de téléspectateurs. 1 million. Et là, on était entre 10 et 20 000 dans toute la France. Bon, ça me fait mal. Franchement, ça me fait hyper mal. Je me dis, un week-end à Trouville, ça vaut plus que des droits. J'exagère quand je dis ça, mais il faut vraiment être super vigilant. Ils sont là, hein, ils sont aux portes du pouvoir. Hein, Et en fait, parce que nous, on est ultra éduqués, déconstruits, etc., et qu'on est au sein même je veux dire, on est attaqués, donc on fait partie de ces luttes. Donc on pense que, en fait, on est ultra actifs, mais c'est pas si vrai. On est aussi très spectateurs, je trouve, de plus en plus. Et tout le monde fait comme il peut, tout le monde deal comme il peut avec les luttes, etc. J'ai pas du tout de leçons à donner, mais ouais, j'ai hyper peur. Je pense qu'il faut être très vigilant, et nous aussi, alliés ou queer, ou être très vigilant des fois au schéma de violence qu'on reproduit. On se rend pas compte, faut être hyper vigilant. On a nous aussi un travail vraiment qu'il faut continuer à faire, à mettre en place. On est vraiment au tout début, puis même pas. Mais ouais, ça m'a beaucoup touchée de voir qu'on était. Alors certains pourront dire ouais, mais c'est déjà beaucoup entre 10 et 20 000. Ouais, je sais pas si c'est beaucoup. Moi, ça me semble. Je pense qu'on est tous concernés. Tous ces publics qui regardent, qui soutiennent pendant l'été un programme comme Drag Race, on est là pour vous, quoi. Pendant 2 mois, on s'en prend aussi un peu plein la gueule, puis on s'en est pris plein la gueule toute notre vie. Donc, on lutte aussi pour vous, quoi. Donc, le fait que pendant un pont, ça soit trop demandé que de venir dans la rue, je sais pas, ça me fait un peu peur. Ouais. Donc ça répond pas vraiment à la question parce que je tacle oui, ce climat me fait peur. Ouais, le mot, mais en fait, ce qui me fait peur, eux, ils sont là, ils seront toujours là. On changera pas ça. Ils seront là et nous, on sera toujours là et on ne les convaincra jamais et vice versa. En revanche, là où on peut gagner, c'est par rapport au niveau sonore. C'est juste ça, c'est là où on peut gagner. C'est par rapport à la visibilité. Et ça passe par une présence. On peut pas tourner, on peut pas détourner le regard. C'est pas possible. C'est juste là où on peut gagner. Parce que on va pas les convaincre. Hein. C'est pas parce que on va aller dans la rue qu'on va convaincre qui que ce soit. Je pense que là, les termes ils sont pesés. Les termes du débat, on les a. Puis les médias sont tellement, leur déroulent tellement le tapis rouge. Voilà. C'est difficile de lutter, quoi. Voilà, on peut difficilement lutter. Mais là où on peut, par contre, c'est être là pour nous et pour nos frères et sœurs. On peut être là. Ça, on peut agir directement. Donc il faut se boucher, quoi. Il faut être là. Mais c'est vrai que c'est hyper important de rappeler que oui, c'est des millions de gens qui regardent Drag Race. Ça montre que en fait, au fond, la France n'est pas elle n'est pas dans la panique transphobe, homophobe qu'on veut nous décrire sur ces news, quoi. Du tout. Que les personnes sont ouvertes. Ouais. Non, cool. ça va bien se passer. Non, c'est ça qu'il faut dire au camp d'en face, c'est que ça va bien se passer, mais c'est là se joue vraiment, parce qu'on parle des personnes trans et c'est effectivement de leur lutte dont il s'agit, mais
au-delà de ça, c'est des vrais projets de société aussi qui sont en train là de se mettre en place. Et on le voit d'autant plus à des moments où tout est en danger. La planète, notre équilibre, notre relation au travail, notre relation à la vie, à la fin de vie. Enfin, on voit que tout est là à la fin. Je sais même pas, on compare souvent à 68, je sais même pas si ça avait, si on peut comparer. J'ai l'impression que ça touche encore plus là de sujets, mais tout est fragile là, tout vibre. Et c'est là où il faut être actif, quoi. Euh, et dans 3 ans, il y a des élections. Enfin, il y en a là, au mois de juin. Mais dans 3 ans, il y a des élections et tout se joue là maintenant. C'est vraiment des projets de société. Pourquoi on se bat et ce vers quoi on aspire pour après. Donc, il ne s'agit pas uniquement des luttes des personnes transgenres. Elles ont leur spécificité, il faut qu'elles soient entendues. Mais à travers elles, et c'est pour ça aussi que ça m'agace un peu, c'est que les gens pensent que ça ne les concerne pas. Quand je dis les gens, moi je m'adresse aux alliés, je ne m'adresse pas à ceux qui n'écoutent pas. Je m'adresse à ceux vraiment qui écoutent. Ils pensent finalement que c'est... Oui, ils sont là, mais c'est assez éloigné. Mais en fait, non, il s'agit de toi, du modèle social dans lequel tu aspires à vivre. Bien sûr. Il ne s'agit pas uniquement des personnes transgenres, il s'agit en fait beaucoup de toi. Donc, ouais, c'est clair. La réassignation des femmes à leur utérus, ça en dit long sur les rôles qu'on veut faire porter. Oui. Ça m'étonnerait que dans l'audience de Folie douce, on trouve des personnes qui avalent encore la bouillie complotiste des prétendus féministes qui ont décidé de faire du harcèlement des personnes trans le cœur de leur combat. Rien que cette phrase. Bref. Mais voilà, je vous rappelle la base. La transphobie n'est pas une opinion, mais un délit. Les femmes trans sont des femmes et le genre est un construit social. On le sait depuis Simone de Beauvoir en 1949. Je vous recommande vivement de lire à ce sujet, notamment l'ouvrage du psy préféré de Folie douce, Morgan Noam. Ceci n'est pas un livre sur le genre. Et puis, j'ai moi-même consacré plusieurs pages dans la première partie de mon livre, Futur. Link in bio. Le fait d'être devenu donc un personnage public très connu en France, avec ces prises de position politiques que vous n'avez pas souvent hésité à prendre. Je vous ai vu participer, par exemple, à un rassemblement pour la liberté de la presse au Théâtre du Châtelet. Ça vous vaut des attaques? Vous avez été ciblé, cyberharcelé? Eh ben non. Ah ouais? Pas du tout. Waouh, quel est le secret? D'être un homme, je pense. Non, mais c'est horrible, mais d'être un homme blanc, je pense que ça... J'avoue, ça aide. Non, mais c'est horrible, hein. Mais non, je sais pas ce qui... Non, j'ai eu très peu... Je pars, en fait. Vraiment, franchement, des messages... Même pas des messages de haine. Je dirais des messages un peu plus... qui viennent un peu titiller, enfin voilà, qui sont venus un peu me chercher. Je les compte vraiment sur les doigts d'une main, je crois. En un an. Donc, non, très peu. Je ne sais pas... Enfin, si, je sais pourquoi, quand même. C'est que... Je suis vraiment entourée de... Alors, chacun va dire ça, enfin, chaque queen va dire ça, mais vraiment, les gens qui me suivent, je sais pas, me ressemblent beaucoup, je trouve. Et donc, il y a quand même un truc où j'ai pas besoin d'expliquer que ce que je suis en train de dire. J'ai l'impression qu'on parle vraiment la même langue. Mais alors, ça veut dire aussi que du coup, ça dépasse pas cette sphère. Ah, Ça, du coup, ça m'ennuie un peu. ouais. Enfin, moi, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup qu'on soit entre nous. Mais non, j'ai pas eu d'attaque parce que je crois que ça reste entre nous. Et c'est aussi pour ça que du coup, des fois, on est très surpris quand on voit des résultats des élections ou quand on va à une manif, ou on est surpris du peu de... Mais parce qu'on vit dans notre bulle. Donc, on a l'impression qu'on est tous... Voilà, qu'on a tous la même éducation, entre guillemets, enfin, qu'on a tous eu accès aux mêmes possibilités de déconstruction, etc. Mais c'est pas le cas, en fait. La majorité des gens ne sont pas comme nous. Mais vous contrôlez quand même aussi beaucoup, je trouve. Vous avez un contrôle assez serré de votre communication, de votre image. On vous imagine pas poster une story bourrée qui vous échapperait. Enfin, d'ailleurs, vous l'avez dit, je crois, pendant l'émission, que vous n'étiez pas là pour montrer votre intimité ou que vous étiez là vraiment comme pour performer et pas pour faire de la télé-réalité. Ça, peut-être que ça joue aussi dans cette de mise à distance, d'attaque de coups bas, en fait. Ouais, c'est vrai que j'ai... Oui, c'est vrai que ça peut jouer, le fait que c'est vrai que je mesure toujours quand même... Enfin, j'essaie de mesurer un peu ce que je dis, mais
pas pour édulcorer, pour juste viser juste. Mais ce procès en manque de transparence, il m'a beaucoup été fait. Ah, j'ai pas dit manque de transparence, hein, mais Non, c'est moi qui fais le. Non, c'est moi. Enfin, c'est moi qui fais le lien parce que c'est ce qu'on prône beaucoup. On aurait voulu que vous soyez plus spontané ou plus de révéler plus de choses de vous. Mais même encore maintenant. Mais en fait, j'y arrive pas. Même encore maintenant, vraiment, Mais ça, je sais pas, c'est un sujet un peu. Enfin, c'est pas sensible, mais c'est compliqué ce sujet de la transparence pour moi. J'ai horreur de ça. Je trouve que ça tue l'érotisme beaucoup et on en manque beaucoup, je trouve, d'érotisme. Et moi, je suis un artiste, quoi. Je suis pas. J'aspire à créer vraiment, à faire des choses qui transcendent et je vois pas comment filmer mon petit déjeuner, ça peut. Il n'y a pas du tout de jugement, mais j'aimerais juste valoriser beaucoup ce qu'on fait. Et je trouve que plus on s'expose, enfin attention, je dis plus on expose des choses superficielles, c'est plutôt ça que je veux dire. Plus on dévalorise notre parole. Et il y en a qui le font et qui le font super bien. Et il y a vraiment, encore une fois, vraiment pas de jugement. Mais moi, j'en suis incapable. J'aimerais bien, hein, mais vraiment, j'en suis incapable. Et ça m'est pas reproché parce qu'encore une fois, je pense que les gens qui me suivent et qui aiment bien ce que je fais, ils comprennent aussi l'intérêt de valoriser certaines choses et puis d'effacer d'autres. Mais on a tendance à beaucoup, beaucoup mélanger la télé-réalité et une démarche artistique. Alors quand je dis ça, évidemment c'est contradictoire. C'est bizarre parce que j'ai fait une émission qui joue sur les deux tableaux. Mais preuve qu'on peut complètement participer au jeu sans quand même s'oublier, puisque je crois que c'est complètement ce que j'ai fait. J'ai vraiment joué le jeu à fond, mais par contre j'ai toujours décidé de rester... de pas montrer ce que je voulais pas montrer. Ouais. Mais moi, ça me parle et je pense en fait qu'on mélange tout et l'intime. C'est-à-dire que les journalistes, les politiques, les sportifs, maintenant, on attend en fait de n'importe quelle personne qui est un peu visible dans l'espace public qu'elle dévoile son intérieur, sa vie sexuelle. Moi, c'est quelque chose que j'essaye de protéger aussi. Et je sens parfois un tiraillement en moi en me disant mais je joue pas le jeu en fait. Si voilà, je crée une émission qui est sur mon nom, on est aussi dans des carrières où on fait fructifier aussi qui on est. Donc il peut y avoir aussi ce tiraillement de est-ce que je devrais montrer plus, est-ce que je suis malhonnête en montrant pas qui je suis vraiment. Moi je suis complètement dans ces questions, donc j'essaye encore une fois entre l'imposteur chez les prolos et l'imposteur chez les bourgeois, pour moi c'est exactement la même chose. C'est que du coup j'essaye de dealer avec ces deux choses. Donc j'ai envie encore une fois de pas abandonner les gens et que les gens me suivent. Donc je veux absolument que ce lien il perdure, mais je veux aussi qu'on soit clair sur le fait que ce lien il perdurera dans l'honnêteté que j'aurai d'emmener les gens vers des choses, vers des formes artistiques. Je veux que ce lien il se construise sur voilà, que les gens ils me voient galérer artistiquement, essayer, me planter, réussir, briller aussi des fois, être perdu. Moi, ce lien, je veux le cultiver, ce lien-là. Mais en revanche, des choses qui vont m'amener vers des choses un peu crasses, vulgaires. Vulgaires, j'aime beaucoup la vulgarité, mais ce que je veux dire, c'est vulgaire dans le sens commun. J'ai horreur de ça, quoi. Je veux pas que ça soit commun, justement. Je veux pas que le lien que j'ai nourri avec les gens pendant 1 an, il se base maintenant sur regardez comment montrer de liner ou... Attention, encore une fois, il y a vraiment pas de... Mais ce n'est pas là où j'ai envie de me déployer, quoi. Et c'est peut-être aussi une façon de préserver sa santé mentale que de faire ça. Cette saison, elle a aussi été marquée par la défection de Moon, qui a eu vraiment l'intelligence, le courage de dire en fait je sors de l'émission parce que ma santé mentale est fragile et que là cette exposition, la pression m'affecte et risque de me faire vaciller. Peut-être que ça vous protège aussi une forme de vacillement. Ah oui, moi ça m'a beaucoup protégée pendant la diffusion, après et même maintenant, et je m'en rends compte d'ailleurs
où j'ai pu voir chez des amis un après Drag Race qui a été très compliqué. Est-ce que c'est parce que moi, il y avait quand même cette mise à distance, mais en fait, j'ai juste eu l'impression, là, maintenant, après Drag Race, de construire des bases pour pouvoir emmener les gens vers plein de choses pendant des années. Mais j'ai jamais eu l'impression d'avoir été violentée, d'avoir donné des choses que j'aurais pas voulu donner. Alors oui, ça passe par des fois être plus complexe, quoi. Enfin, être moins frontal dans l'attachement, enfin, moins donner des choses faciles. Mais du coup, je pense que c'est plus solide. Et moi, ça a construit un rapport sain avec les gens. J'ai jamais, et ça d'ailleurs, je les remercierai jamais assez, enfin, les gens qui me suivent, on a un lien vraiment qui est très très fort, mais où jamais j'ai senti que c'était intrusif. On parle, voilà, on est touché par les mêmes choses. Ils peuvent être bouleversés par exemple, j'ai hosté un cabaret qui se déroule à la Flèche d'Or au mois de décembre, qui est donc un lieu militant et qui accueille notamment les cabarets Habibi, hosté par Javel Habibi depuis bientôt 3 ans. Et j'ai eu la chance de hoster, du coup, d'avoir une carte blanche pendant 2 jours, 2 soirs consécutifs au mois de décembre. Et c'est la première fois que je me confrontais à cet exercice. Et donc pendant 2 heures et demie, j'ai pu évoquer avec ce public qui est très précieux plein de sujets politiques, artistiques. Enfin, vraiment, on a discuté de plein de choses et j'ai rencontré des gens des semaines après, à Londres notamment, qui étaient présents à cette soirée. Et donc, on a pu discuter de tous ces sujets de manière beaucoup plus approfondie. Et je me suis dit, ah putain, c'est génial. En fait, j'ai vraiment réussi ça avec Drag Race, c'est à construire un lien avec les gens, mais qui se base sur de la réflexion, sur pousser à réfléchir, qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce qui te fait pleurer, ah ouais, c'est la même chose que moi, enfin, comment ça résonne, etc. Et qui est pas du tout de l'ordre du quelque chose de bas, quoi, enfin, qui, je sais pas comment expliquer, mais vers, qui amène vers des choses qui, pour moi, ne m'élèvent pas, et du coup, n'élèvent pas les gens. Et ça, j'ai trop de chance avec ça. J'ai vraiment trop un public. Enfin, je sais pas si j'ai un public, mais bref, en tout cas, il y a des gens, je trouve, qui sont autour de moi qui vont dans cette direction. Et je trouve ça trop cool. Garder le contrôle, en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais. Avec le recul, Mathieu, quelle est la meilleure de toutes les thérapies ? C'est la scène, quand même. Pour moi, c'est vraiment la scène. Alors, pas que je prends la scène pour mon endroit de psychanalyse, hein. C'est pas ça, enfin, ça s'active pas là directement à cet endroit-là, même si c'est valable, mais moi, c'est ce qui m'a permis et c'est ce qui me permet encore de comprendre le plus sur moi et sur les gens. Et le fait, justement, qu'il y ait des fois ce ping-pong entre, en fait, ce qui me nourrit quand je le propose, ça vient aussi résonner en toi. Ça me fait beaucoup de bien de voir l'autre en moi et de voir moi en l'autre, quoi. Quand on me regarde et que je vois que ça fonctionne parce que ça vient dire quelque chose de toi, que ça vient te toucher, pour moi, c'est là où la thérapie est la plus efficace, je dirais. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Dis donc, est-ce qu'on a vraiment parlé de santé mentale au final avec Mathieu, Sarah ? Eh ben, je suis pas si sûre. Pourtant, connaissant son intérêt pour la psychologie, j'étais convaincue que la conversation serait très axée sur la thérapie et les émotions. Mais il m'a emmenée vers d'autres contrées, tout aussi passionnantes, mais plus larges que lui. Au final, on a parlé du système, du contexte social, culturel et politique qui influe sur la santé mentale des personnes, notamment LGBTQIA. Mais pas beaucoup de Mathieu, du petit garçon solitaire, qui aimait tant aller jouer aux échecs chez son psy. Je crois que Mathieu s'est construit une carapace très solide, une armure flamboyante, un masque d'une efficacité redoutable, appelé Sarah Forever, et que la personne que j'avais en face de moi, c'était cette reine imperturbable, éloquente et sensible, dont j'ai été si fan pendant toute la saison 2 de Drag Race. Après tout, il a bien raison. Moi aussi, je porte un masque la plupart du temps. Et vous ? Je vous laisse réfléchir là-dessus et je vous retrouve bientôt pour le tout dernier épisode de la saison 1 de Folie Douce. En attendant, prenez soin de vous et prenez votre temps.
Folie douce est un podcast créé, produit et animé par Lorraine Bastide. Production Marie-Laurence Chéry. Assistée de Léa Rivière. Réalisation et mixage Marion Emery. À la prise de son, Thomas Torres. La musique est une création originale de Irma et les visuels sont signés Louison Colom. Merci infiniment à Morgane Noam, psy engagée, pour ses conseils et sa réécoute exigeante. Folie douce, c'est un podcast que je produis grâce à la publicité, mais aussi grâce au soutien de mes auditeurs et auditrices. La meilleure façon de m'aider à continuer, c'est de vous abonner à la version payante de la newsletter de Folie douce, dans laquelle je vous conseille 2 fois par mois des livres, essais ou fiction, récents ou non, qui parlent de santé mentale et où j'interviewe leurs auteurs et autrices. Vous y trouverez aussi des petits billets avec des conseils et des blagues et des recommandations de podcasts, articles ou films. Vous pouvez évidemment aussi vous abonner à la version gratuite pour être tenu informé de toutes les sorties d'épisodes. C'est hébergé par Kessel, le lien est dans la description de l'épisode, et sinon vous tapez Folie douce par Lorraine Bastide.